Mathilde Panot, l'une des usines évoquées par le Canard enchaîné est donc dans votre département, celle de Choisy-le-Roi. Est-ce que vous avez d'abord des informations complémentaires à nous donner ce matin sur ce qui pourrait arriver à cette usine? Non, je n'ai, comme les syndicalistes le disaient, pas d'autres informations et c'est quand même assez inquiétant. Il faut imaginer l'angoisse des salariés d'apprendre ça par la presse et ni par Renault ni par l'État. Donc c'est une angoisse extrêmement forte. Et puis le syndicaliste l'a dit à l'instant, il y a un prêt garanti à hauteur de 5 milliards qui a été accordé à Renault. Donc si ces fermetures d'usines se révèlent vraies, c'est un scandale absolu. Parce que, rappelez-vous, en 2008, il y avait eu de l'argent public, parce que c'est de l'argent public qui avait été donné à Renault, avec une des conditions qui était de ne pas fermer d'usine en France. Et là, le fait que le gouvernement se refuse à mettre des conditionnalités aux aides fait qu'on peut arriver à ce que ça soit les salariés qui trinquent. Et je trouve ça absolument scandaleux. On le rappelle, l'État est le premier actionnaire du groupe Renault, 15% environ du capital. Qu'est-ce qu'il doit faire pour aider ce groupe et de manière peut-être plus générale, aider l'ensemble du secteur auto ? Je pense qu'il faut, donner des conditionnalités à l'argent public qui est donné. C'est la première des choses. C'est-à-dire on vous donne ou on vous prête de l'argent si vous vous engagez à ne pas licencier, à conserver les usines en France. Sociales et écologiques. Je pense que c'est extrêmement important et c'est une des choses qu'on doit apprendre de cette crise. Une des choses très importantes, c'est que nous devons relocaliser au maximum notre activité. Tout le monde comprend maintenant ce que ça veut dire, le fait d'avoir une souveraineté industrielle, une politique industrielle en France, à quel point c'est important. Pour vous, l'automobile, c'est un secteur stratégique ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous avons auditionné dans le rapport que... On va en parler de ce rapport. Vous le sortez ce matin. Ça, c'est capital, ce rapport. Donc, qui est issu notamment d'une centaine d'auditions. Et des syndicalistes du secteur automobile nous disaient, nous avions les capacités, lors de cette crise du coronavirus, de rediriger notre secteur de production, notamment pour produire des respirateurs. Et il y a des respirateurs qui ont été produits, qui étaient inadaptés, d'ailleurs, c'est ce qu'on a appris, mais on aurait pu utiliser cet outil industriel qu'il reste en France pour être à la hauteur de la situation et de la crise sanitaire que nous vivons. Alors, vous m'avez tendu la perche, je vais la saisir. Vous publiez donc ce matin c'est quoi? C'est une contre-commission d'enquête, c'est ça? Sur la crise du Covid-19, c'est un rapport que vous avez là. La principale conclusion de ce rapport, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Alors, c'est un rapport qu'on a fait pendant 2 mois, donc qui a nécessité une centaine d'auditions, qui fait 180 pages, donc qui est qui est un travail très sérieux et le fruit d'un long travail. Vous avez auditionné qui? Alors, c'est des syndicalistes, des chercheurs, des associatifs, des professionnels. On a créer en fait une histoire populaire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une confiscation de la parole qui soit seulement du côté du gouvernement et du président de la République. Vos conclusions? On a appelé ça mensonge et fiasco, enquête sur la gestion du Covid-19. C'est le premier rapport d'enquête qui sort sur la gestion gouvernementale. Et il y a 2 conclusions principales, je crois qu'il faut en tirer. La première, c'est que la gestion de la crise sanitaire n'a pas été une gestion qui a été appuyée sur les avis scientifiques. Tout à l'heure, on parlera des tests. L'OMS disait dès le 16 mars, tester, tester, tester. Et nous n'avons pas mis en place cette politique de dépistage massif à cause d'une pénurie. Donc gestion d'une pénurie sur les lits de réanimation, sur le nombre de soignants, sur les médicaments, sur les masques, sur les tests et les protections. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et je crois que c'est très important, c'est que le gouvernement a refusé d'assumer son rôle d'État pendant cette période. Nous lui demandions notamment de réquisitionner les entreprises de textile pour pouvoir produire les masques, de réquisitionner les outils de production pour produire les protections et les tests dont nous avions besoin. Tout ça a été refusé. D'arrêter les secteurs non essentiels pour ne pas mettre en danger les salariés de manière inutile et coûter ainsi des contaminations et peut-être des vies. Tout ça, d'organiser la solidarité, de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Tout ça a été refusé, alors même qu'une des choses très importantes qu'on apprend dans ce rapport, c'est que la France a tenu grâce au dévouement, notamment des agents du service public, et que ce dévouement-là s'est fait en étant complètement abandonné. Voilà pour cette contre-enquête. Et on va en parler probablement tout au long de la journée sur BFM TV de cette contre-enquête que vous avez réalisée à la France Insoumise avec ces auditions. Donc, j'aimerais qu'on aborde un autre thème, parce que c'est une question qui se pose. Faut-il travailler demain? Demain, c'est le jeudi de l'Ascension. Travailler pour soutenir l'économie du pays, est-ce que c'est utile? Combien rapporte la suppression d'un jour férié? Et vous,
Vous, seriez-vous prêt à le faire? On continue donc d'en parler avec Mathilde Panot qui est avec nous ce matin. On va aussi retrouver Bertrand Martineau. Il est conseiller à l'Institut Montaigne. Vous êtes consultant aussi, c'est CIACI Saint-Honoré. Merci d'être avec nous. Je rapproche la petite tablette pour qu'on puisse se voir et qu'on puisse se parler. D'abord, supprimer le jeudi de l'Ascension ou tout autre jour férié. Expliquez-nous de quelle manière ça permettrait de réaliser des économies. Ah, ça ne permettrait pas de réaliser des économies, ça permettrait de créer de la richesse supplémentaire. L'idée, c'est que la France a, selon les années, 3 ou 4 jours fériés qui tombent le mois de mai. Bon, ce n'était pas absolument indispensable. Et dans la période qui va s'ouvrir à partir de quelques mois, et 2021-2022, on va avoir besoin de créer davantage de richesses. Une mesure parmi bien d'autres, évidemment, ce serait de supprimer un jour férié, par exemple le jeudi de l'Ascension, parce qu'il a l'intérêt de tomber toujours un jeudi, et ça permettrait de créer environ 2 milliards, 2 milliards et demi de richesses supplémentaires. Mais c'est ma question, de quelle manière de richesses, etc. De quelle manière on arrive à créer autant d'argent simplement en travaillant? Eh ben, il se trouve que ce qui crée la richesse dans un pays, c'est le travail. C'est pas l'argent, c'est pas des tombereaux d'argent magique qui tombent du ciel financés on ne sait comment. C'est avant tout le travail des hommes et des femmes, leur inventivité et leur capacité de travail. Donc il faut les fondamentaux de l'économie. Donc ça permet de créer de la richesse. Mathilde Panot, vous êtes d'accord, c'est une bonne idée de supprimer par exemple le jeudi de l'Ascension pour créer de la richesse? Évidemment, on est dans une période particulière, une période où la France va avoir besoin de recréer de la richesse puisque, on le sait, la récession risque d'être soutenue dans les mois qui viennent. Alors la question, c'est la répartition de la richesse. Moi, je suis absolument en désaccord avec ce qui a été dit. D'ailleurs, ça a commencé par quelque chose qui est faux. Je retrouvais à l'instant, en écoutant le témoignage, le nombre de jours fériés en France comparé à ce qu'il y avait en Europe. Déjà, les Français travaillent beaucoup comparé à leurs voisins européens, contrairement à ce qui est souvent dit. Et nous avons 11 jours fériés en France, contre 14 en Italie, 17 en Suède. Donc non, nous n'avons pas une pléthorie de jours fériés qui existent. Donc il y a une petite musique qui s'insinue en ce moment, qui a été commencée notamment en utilisant la crise sanitaire, en augmentant la durée hebdomadaire à 60 heures par semaine de travail, en s'attaquant, maximal, on est d'accord, mais c'est n'empêche une déréglementation qui se fait, en s'attaquant au droit au repos dominical, en pouvant prendre des congés et des RTT de manière unilatérale par l'employeur. Donc il y a cette petite musique de « il faudrait travailler plus ». Mais ça, c'est ce qu'on nous a dit depuis des années. Et depuis des années, on nous dit il faut réduire le coût du travail, travailler plus, flexibiliser l'emploi. On a eu la loi El Khomri, les ordonnances Macron. Et tout ça, ça a arrivé à quelle conclusion? À un échec d'une politique et à un chômage extrêmement massif. Et là, on va avoir une explosion du chômage. Donc, face à l'explosion du chômage, ce n'est pas faire travailler les gens toujours plus, c'est au contraire partager, diminuer le temps de travail, notamment la création des 35 heures, et nous continuons à le défendre, est un des moments qui a eu le plus de création d'emplois dans notre histoire récente. Il faut diminuer le temps de travail pour pouvoir travailler toutes et tous et partager ce travail plutôt que de s'attaquer aux droits et de nouveau continuer à casser. Donc pour vous, ce n'est pas une bonne idée de supprimer le jeudi de l'Ascension. Bertrand Martineau, le partage du travail, les 35 heures, ça fonctionne ou pas pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi? Déjà, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un problème de répartition dans ce pays, probablement. Mais pour parler de répartition, il faut déjà parler de richesse produite. Je rappelle qu'on est dans une récession dramatique qui va sans doute dépasser 10%. Ça veut dire 250 milliards d'euros quand même de perte de richesse. Bon. Donc, avant de penser à la redistribution, il faut penser aussi à comment on sort notre économie de la situation dans laquelle elle est. Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, le sujet, tout simplement, c'est que le partage du travail ne crée pas de richesse. C'est-à-dire partager le travail, c'est partager les rémunérations. Donc moi j'entends certains leaders syndicaux qui veulent la semaine à 32 heures. La semaine à 32 heures, c'est une perte de 130 € par mois pour un smicard, 8,5% très exactement. Bon, et je ne suis pas sûr que ce soit très populaire comme mesure et je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Donc partager le travail, c'est partager la pénurie.
Quant aux 35 heures, écoutez, si les 35 heures avaient fait baisser le chômage, je crois que quelqu'un s'en serait rendu compte. Le seul effet tangible des 35 heures, c'est que les personnes sont payées 35 heures au lieu de 39. Et donc, on a perdu 11% de pouvoir d'achat dans l'histoire. Ce que propose l'Institut Montaigne pour faire face à la crise, c'est-à-dire notamment la réduction du nombre de RTT, la suppression provisoire de certaines vacances, est-ce que ce sont des pistes qui sont étudiées par le gouvernement ? Pour l'instant, le gouvernement se garde bien de valider ou non ou d'émettre un avis sur cette hypothèse parce qu'on le voit sur ce plateau. La question des 35 heures ou du travailler plus pour gagner plus, eh bien, ça divise toujours autant les Français. Et ça, c'est une division, un clivage que le gouvernement ne veut pas ouvrir. Il ne faut pas prendre ce risque dans un moment où la France doit rester un maximum unie pour justement repartir et essayer de relancer le pays. Alors, une remarque sur le fond. C'est vrai que si on travaille moins ou les jeudis de l'Ascension, etc., ont des conséquences sur l'économie, mais par exemple sur le tourisme, sur la restauration. Ces ponts du mois de mai sont extrêmement importants pour ces secteurs-là. Donc, il y a une division là aussi sur les effets ou non de la suppression du jeudi de l'Ascension. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Édouard Philippe et plus principalement les personnalités politiques issues de la droite au sein du gouvernement, au sein de la majorité, parlent d'efforts et commencent à préparer des esprits sans aller jusqu'à la suppression des 35 heures ou à clairement dire il faut travailler plus, commencent à préparer sur les esprits sur ce fait qu'il faudra, je cite, un effort considérable. Déclaration du Premier ministre le 2 avril dernier, c'était quand même très tôt déjà dans cette crise. Une équipe interministérielle travaille en ce moment sur l'après. On n'a pas encore les pistes d'études, mais on imagine que la crise sanitaire étant en train de s'affaiblir, eh bien, ces questions et ces débats essentiels en France vont ressurgir très rapidement. Et des efforts, les Français en ont déjà beaucoup fourni depuis le début de cette crise. Mathilde Panot. Oui, moi je voulais rajouter quelque chose suite à ce qui a été dit. On est le 6e pays le plus riche au monde. On a eu un glissement de la valeur entre les actionnaires et les salariés qui fait que dans les années 80, un salarié donnait en moyenne 9 jours, travaillait en moyenne 9 jours gratuitement pour les actionnaires. Aujourd'hui, c'est 45 jours. Donc, la richesse, on n'a jamais été aussi riche. La richesse, elle s'est déplacée. Donc, il faut aller la chercher dans les poches des actionnaires, dans ceux qui font de la fraude et de l'évasion fiscale. Il faut répartir la richesse en faisant de la solidarité. Donc, ce n'est pas aux Français et aux Françaises de payer en travaillant encore plus davantage. D'autant plus qu'on est dans un moment d'urgence écologique où, justement, il faut créer de l'emploi dans cette urgence écologique et dans les emplois socialement utiles. Se faire tester au moindre doute. C'est donc ce que recommande Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. C'était hier soir en direct sur BFM TV. Au moindre symptôme, dès que vous vous posez la question « suis-je atteint par le coronavirus ? Ai-je la maladie Covid ?», il est indispensable de prendre rendez-vous sans délai avec votre médecin pour qu'il puisse décider avec vous s'il doit vous prescrire un test à réaliser rapidement. Mathilde Panot, vous sortez un rapport sur la question en matière de tests. Quel bilan faites-vous de la politique gouvernementale ? Un fiasco. Pour le coup, si je reprends ce qui a été dit à l'instant, dès le 16 mars, l'Organisation mondiale de la santé disait aux différents pays « dépister, dépister, dépister ». Là, nous sommes la 3e semaine de mai. Nous ne sommes toujours pas arrivés au nombre de tests de 700 000 qui est l'objectif. Et là encore, il y a eu une gestion de la pénurie qui est très claire, qui peut s'expliquer par différentes raisons. Et une des raisons notamment que moi je voudrais pointer, c'est la question des laboratoires. Le CNRS notamment avait fait une recension dès le 22 mars des laboratoires qui pouvaient aider dans cette stratégie massive de dépistage. Et on s'est retrouvé le 21 avril, donc un mois après, avec seulement 5 de ces laboratoires sur une 50aine qui avaient été identifiés, qui étaient réquisitionnés, mis à disposition pour cette politique nationale. Donc on a mis beaucoup de temps. Les laboratoires vétérinaires ont proposé leur aide. Ça a mis plus de 15 jours pour que l'État, le gouvernement, accepte l'aide des laboratoires. Et donc on est arrivé dans une situation où les pays qui ont le moins de morts sont ceux qui ont mis en place des politiques de
de dépistage massif, donc preuve qu'on pouvait faire autrement s'il y avait la volonté politique de le faire. Au lieu de ça, sur les tests comme sur les masques, il y a eu une sorte d'ordre et de contre-ordre. Les tests ne serviraient pas, ils ne seraient pas assez fiables, comme sur les masques. Et ça nous est extrêmement dommageable. Et là encore, on est sur un fiasco qui a coûté malheureusement des vies. Lionel Barrand, en matière de politique de dépistage, qu'est-ce qui peut être fait de plus, de mieux aujourd'hui ? Eh bien, il y a deux choses. L'approvisionnement, encore et toujours, c'est notamment pour ça qu'il y a eu énormément de retard, parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire pour faire les tests, ce n'était pas les machines uniquement qui manquaient. Donc on reprend les écouvillons, le réactif, etc. etc. Ça manque toujours dans certains endroits. Et puis, il faut qu'on soit le plus réactif possible avec nos équipes. C'est-à-dire que quand un patient passe un coup de fil, il faut qu'on puisse rapidement lui faire le prélèvement et qu'on puisse rapidement faire l'analyse derrière. Et du fait du premier point dont on a parlé sur le problème d'approvisionnement, des fois, on a du retard, mais on a aussi du retard sur l'organisation parce que les ressources humaines sont limitées et il faut qu'on puisse se coordonner, notamment avec les infirmiers libéraux pour les prélèvements, notamment avec les médecins, pour aller le plus vite possible. Et évidemment, il faut travailler dans chaque territoire à l'organisation le week-end, parce qu'on voit très bien que les résultats le week-end sortent plus lentement.